Philippe Wegnes, qui est un de nos partenaires qui connaît bien le monde des fourmis. Effectivement, ça fait partie des fourmis qui sont difficiles à gérer. Donc, on fera un petit point là-dessus. Et si Philippe, tu veux rebondir, ce sera avec grand plaisir. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas. Là, on va passer 45 minutes, 1 heure ensemble. On est vraiment, c'est la fin de journée. Donc, on est cool. Donc, il n'y a pas de questions bêtes et puis pas de sujet tabou. On n'a pas de sujet tabou. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde ensemble. Ce sera effectivement avec grand plaisir. Super. En tout cas, on est 4 copains ce soir, mais il y en a plein de copains dans la liste aussi, là. Je vois nos amis Parinet, Manon d'Argent, Grenoble, nos amis de chez Biosinov. Ah, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. C'est cool. On peut du coup, il est quelle heure 31 ? Ouais, on va peut-être attendre que. On est nombreux ce soir. Il n'y a que des gens de Rhône-Alpes. Bah, c'est le poumon économique de la France, qu'est-ce que tu veux ? Je comprends pas. Ah, il y a du 13 aussi. Ah, du 2B. Nos amis corses sont là. On aime bien la Corse, 83. Ah ouais, mettez-nous vos départements, là, c'est cool. Alors moi, j'ai pas passé le concours de la Poste, hein. Je connais pas bien. Doit y avoir l'Oise. C'est nos amis 74 qui sont Et sous le la main. Var. Ah, il y a notre ami Philippe Pain. Pour ceux qui le connaissent, Philippe, c'est une des personnes qui est un des référents techniques en France sur ces problématiques 3D globales, mais aussi et surtout en industrie agroalimentaire. Notre copain David Guénoden, qui est tout là-bas, tout à l'autre bout du monde avant la mer, qui est notre formateur référent Bretagne. Voilà. Nos amis du Maroc, c'est cool. Pour nos amis du Maroc, ce soir, on va évoquer des sujets qui peuvent également potentiellement vous intéresser parce qu'on a commencé la formation au Maroc et on est hyper ravis de le faire. Petite pensée d'ailleurs ce soir pour Abdelkarim Al-Gourfi, qui est notre contact là-bas au Maroc, qui a la polyvalence d'avoir créé la M3D, donc l'association marocaine des 3D, qui l'a fait assez brillamment, et puis qui est distributeur de produits biocides également pour nos amis marocains. Nos amis marocains que je tiens à signaler qui sont très assidus pendant les formations, très assidus à nos webinaires, donc c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Ouais, les prix l'euro, sinon vous rentrez dans l'Europe, comme ça on n'a plus de problème. Ouais, je sais bien. Après, nous, l'idée, c'est qu'on puisse, en collaboration et en partenariat avec Abdel, vous proposer ce qu'on essaie de faire le mieux en France pour l'instant, mais c'est effectivement nos formations techniques, le certibiocide. Le certibiocide, il intéresse de plus en plus au Maroc. Donc, on va proposer de plus en plus de certibiocide au Maroc, notre formation de 3 jours, de dératisation, désinsectisation, désinfection. C'est un chouette secteur qui est en forte évolution. Le Maroc, en ce moment, c'est vraiment un pays en très forte dynamique, qui est vraiment aujourd'hui une plateforme internationale d'échange entre l'Europe, les pays africains, le Moyen-Orient et autres. Et c'est vrai que c'est un pays qui devient de plus en plus stratégique. Et Salut Philippe, tu vas bien ? Qu'est-ce que vous pensez si on organise des formations certibiocides pour les PCO français et qu'ils aillent à la rencontre des PCO marocains ? Ce serait pas mal ça comme idée, non ? Je n'ai pas eu le temps de faire le certiblat avec vous. Comment gérer une infestation de blattes dans un restaurant ? Ah justement, on le voit au certiblat. Je ne peux pas répondre. Insectes dans la cuisine. Allez, on va répondre. Moi, je file un petit élément de réponse et puis après, je filerai la parole aux copains. Sinon, j'ai une vraie capacité à la monopoliser toute la soirée. Traitement de blattes, ça dépend de l'urgence, en fait. Si tu as une urgence blade, donc j'imagine que ça doit être des blades germaniques. Si tu as une vraie urgence, tu vas plutôt essayer d'aller dans un premier temps pulver en recherchant un effet d'abattement pour faire chuter brutalement ta population de blades pour revenir à une situation sanitaire quasi normale. Je rappelle simplement que les blades sont une problématique sociale pour les clients qui voient des blades dans un resto, c'est pas top. En règle générale, quand c'est le cas, ça se sait rapidement sur les réseaux. Et au-delà de ça, la blatte est
va pas forcément parler de vecteurs, mais on va parler de transporteurs actifs, de plein de pathogènes, notamment comme les salmonelles. Hein. Donc c'est vrai que ça fait peser un risque sanitaire sur les restos qui est très important. Donc soit effectivement on a le temps devant soi de gérer, et l'utilisation d'un gel alimentaire sur les blattes est une garantie, avec un certain délai, mais une garantie d'exhaustivité du contrôle de la population. Soit vous avez immédiatement besoin d'un effondrement de population, auquel cas, en première intention, on va passer avec une pulvée. Arrêtez de me faire des fumigènes sur les blattes, hein, ça ne sert à rien. Les fumigènes, ils ne se répartissent pas forcément partout. Les blattes se planquent dans des endroits assez reculés. C'est comme sur les punaises des lits, hein, ne me faites pas de fumigène, même si ça fait plaisir aux clients parce que vous en foutez partout. Potentiellement, le résultat, il est rarement au rendez-vous. Donc, soit tu as un degré d'urgence et une nécessité d'abattement de la population de blattes, et auquel cas, en première intention, tu vas faire une pulvée, suivre ton chantier, et ensuite, mais on va pas faire pulvée plus gel le même jour du traitement. Par contre, le gel, pour finir le chantier, c'est plutôt indiqué. Attention pour ceux qui font de la pulvée, l'exposition au produit n'est pas du tout la même que quand vous faites du gel alimentaire contre les blattes, là où des simples gants, une combinaison de travail suffisent. Quand vous faites de la pulvée, en règle générale, masque respiratoire s'impose, avec une problématique derrière de réutilisation des surfaces que vous aurez traitées au préalable par le restaurateur. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, les copains. Vas-y, Julien, tu voulais rebondir. Je te laisse la main. On t'entend pas ? Hop, effectivement, en activant le micro, ça marche mieux. Donc, il faut voir les choses en fait dans deux façons. Un, tu as le traitement choc parce que tu veux abattre rapidement la population. Et de deux, il te faut le traitement de fond avec le gel. Après, l'utilisation aussi de monitoring, de plaques collantes, etc. pour après contrôler l'efficacité aussi de ton traitement et pouvoir aussi le canaliser vraiment au mieux, d'accord? Il y a ça. Et surtout, très important, le nettoyage. Nettoyage de quoi? Déjà, pour que ton gel fonctionne au mieux, donc le nettoyage de tout ce qui est alimentation, et aussi le nettoyage de tout ce qui est EOTech. Parce que le problème, en fait, c'est le développement des blattes via les EOTech. On n'a pas de produits biocides qui fonctionnent correctement sur les œufs au niveau des blattes. Donc, il va forcément falloir, en fait, à un moment, que soit tu me retires mécaniquement les EOTech, soit que tu aies le gel, donc le traitement de fond qui va être adapté par rapport à ça. Voilà, donc après, c'est principalement par rapport à ce que tu recherches, par rapport à la quantité au fait, de blattes que tu as sur ton site. Après, attention, quand on commence à faire des pulvérations, notamment dans les restaurants, à bien soit retirer toute source d'alimentation, soit tout bâcher pour éviter que ton produit aille contaminer les aliments. Voilà. Suivant. Une question, Effectivement, il y a aussi la notion effectivement, délai de réentrée, c'est-à-dire est-ce que le restaurateur il doit fermer son resto s'il y a une grosse population de blattes et vous commencez par une première intention pulvée et que le chantier n'est pas forcément préparé, c'est quand même plutôt indiqué de fermer le resto. Sinon, de toute façon, à terme, c'est la DDPP qui va le faire, les services vétos. Donc ouais, c'est bien d'informer le client sur le risque sanitaire que ça pose. L'intérêt de le faire tout de suite, parce que avant que ce soit la DDPP qui le fasse, parce qu'aujourd'hui, les DDPP, quand elles ferment un établissement, elles le communiquent sur les réseaux. Bon, ça peut être sympa comme petit effet d'annonce. Et au-delà de ça, c'est informer également sur le risque associé à l'utilisation d'un produit en pulvérisation. Si vous cherchez un effet d'abattement, forcément, vous allez utiliser un produit dangereux qui sera contaminant pour les surfaces, qui peut laisser des résidus. Donc ça, il faut le savoir. Et alors le gel, c'est la même chose. Hein. On a un ami marocain qui nous posait la question sur un gel. Le gel, il peut y avoir un risque de contamination dans l'alimentation s'il n'y a pas de nettoyage qui suit. Alors, ouais, Philippe, les polymères. Alors, il faut savoir que les polymères n'agissent que sur les insectes qui vont recevoir ce produit sur eux. Polymères, c'est quoi? C'est des macromolécules qui vont venir boucher les spores respiratoires, les spiracles, hein, des insectes qui vont respirer par l'abdomen. La problématique de ça, c'est qu'on ne va pas forcément avoir de rémanence, notamment sur les œufs. Traitement du rongeur derrière les cloisons, faire une ouverture, ouais, à la scie cloche, ça peut être intéressant si tu n'as pas accès derrière la cloison, et à la charge du client, bien sûr. Faites rien de gratos. Hein. Après, tu vas pouvoir te demander aussi comment sont arrivés les rongeurs derrière la cloison. Ils ne sont pas téléportés. Ouais. Alors, parfois, tu vas pouvoir avoir accès à ces endroits-là, parfois non. Et donc, en fonction de ça, c'est vraiment l'étude du terrain, ce que tu vas faire, ce qu'on dit régulièrement un diagnostic.
de se dire pourquoi il y a le rongeur là, comment il est arrivé. Et peut-être tu vas avoir des points d'entrée identifiables, tu pourras peut-être travailler là-dedans, avant de faire un trou dans la cloison, éventuellement. Au niveau des cloisons, quand vous commencez à vouloir faire des trous, ce genre de choses, regardez bien que vous soyez assuré aussi pour ça. Petit conseil. Ouais, parce qu'après, si vous faites sauter le. Vous n'avez pas de décennale ce type de travaux, quoi. On n'a pas tout entendu, je crois, ça a coupé. Hein. Oui, ça a coupé, ouais. Oui, on t'a Pas perdu. intéressant. De quoi? T'as parlé en morse? Ouais, mais des fois. Ah. Ah. Ça doit être de moins en moins intéressant ce qu'ils disent pour ça. Il y a une censure qui se fait. Alors, il n'a pas répondu encore sur la tapinoma. Ouais, vas-y, Greg. Vas-y, on peut La jouer France, là-dessus. c'est Alors, c'est vrai qu'on a vu, alors la tapinoma, bon, elle est installée depuis longtemps en Corse, officiellement en 2017, mais bien avant, hein, et très difficile à éradiquer. C'est vrai qu'on l'a laissé un peu de côté là-bas, tant qu'elle était sur l'île, et maintenant qu'elle est arrivée à la métropole, on commence à en parler un petit peu plus. Hein. Et souvent, on a vu des articles qui disaient nouvelle fourmi invincible est arrivée en France, etc., etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la tapinoma, c'est une espèce de fourmi assez particulière, à ne pas comparer avec la Lasius niger que l'on peut retrouver. C'est une espèce qui va posséder plusieurs reines. Une seule colonie peut avoir des centaines de reines, voire beaucoup plus, et peut s'étendre sur beaucoup d'hectares. Alors, c'est sûr que si on arrive en faisant une pulvérisation globale d'un jardin, des choses comme ça, d'une fourmilière, ou des choses comme ça, déjà, ce n'est pas sûr que vous atteigniez ne serait-ce qu'une seule reine. Hein. Et si vous en atteignez une ou deux de reines par chance, mais qu'est-ce qui va se passer au niveau de la colonie qui y est polygyne? Toutes les autres reines vont se sentir en danger. Et bien au contraire, ça va avoir un effet inverse avec un développement dans un instinct de survie de différentes reines pour augmenter la population de la colonie puisqu'il y a un danger qui leur arrive en pleine face. Donc la lutte contre les fourmis de type polygyne, il faudra qu'elle soit fine. Ça va souvent être sur du long terme. On peut le comparer à de la lutte contre le termite pour pas qu'elle se ressente, qu'elle sente qu'il y a un danger direct. Ou comme le rongeur, etc. etc. Ouais, ça c'est le propre des espèces animales envahissantes sur lesquelles on bosse. Alors animal ou insecte, hein, enfin, en tout cas dans le monde animal, vous avez ces espèces qu'on appelle les stratégies lentes, hein, qui sont très inféodées au milieu naturel auquel elles vivent, et la moindre modification du milieu va engendrer une chute de la population et potentiellement une disparition. Toutes les bestioles sur lesquelles on bosse, c'est des stratégies R, c'est des stratégies des rongeurs et des insectes qui ont des stratégies de réponse intense à l'agression. C'est-à-dire, les rongeurs vont être capables de modifier leur sexe ratio pour produire plus de femelles parce qu'il y a eu un effondrement de population. Même chose, on a des vraies capacités de résistance, des vraies capacités de résistance, y compris comportementale. Vous le voyez chez la punaise des lits, vous le voyez chez les blattes. Donc, c'est des espèces qui ont ce qu'on appelle des stratégies d'évitement importantes. Donc, c'est vrai que si vous tapez sur une petite partie de la population, le reste de la population risque de réagir pour compenser ça, voire même augmenter la population de manière logarithmique ou exponentielle. C'était très, très exponentiel. Ah, on a perdu. Ça, c'est un coucou des fourmis, ça. Bon, on a Philippe qui nous parle un petit peu sur le chat aussi, Philippe, qui est myrmécologue, hein, donc il connaît très bien la vie des fourmis. Hein. Donc voilà, Philippe qui nous dit que la Magnum, la Tapinoma Magnum, est déjà présente depuis longtemps, elle a été scindée avec la Tapinoma nigerimum. Hein. Mais en effet, voilà, comprendre une espèce de fourmi, déjà la détecter, c'est pas si facile que ça. Hein. Et Romain est revenu, donc je vais lui relaisser la main. Voilà. Non, je dis, vous m'entendez bien là ou pas? Oui. Oui. Bon, espérons pour 15 secondes, alors j'y vais. Ouais, c'est ce que je vous disais, c'est des espèces à stratégie R. Donc ces espèces-là, si vous tapez sur une petite partie de la population, elles ont une vraie capacité de réponse à l'agression et elles vont adapter la stratégie de développement de l'espèce à cette agression. Donc ça veut dire qu'elles vont emballer le système de manière à pouvoir avoir une croissance logarithmique ou exponentielle
pour compenser cette agression, contrairement à d'autres espèces qui, elles, vont disparaître parce que le milieu est modifié. Eh bien, si vous prenez toutes les espèces sur lesquelles on bosse, elles ont typiquement toutes ce même trait de caractère et elles sont programmées génétiquement pour ça. Donc, c'est vrai qu'il faut bien poser le protocole, bien poser le diagnostic avant de commencer à taper en disant bon, j'ai l'habitude de faire du gel ou de la pulvée, je vais faire la même chose. Ouais, sauf que ce n'est pas la même espèce. Et donc, c'est là où on voit que l'identification d'espèces et donc la formation est super importante dans votre capacité à prendre en charge ce type d'espèce. Vous m'entendez toujours? Ouais, non, mais je regardais les questions. Est-ce qu'on rebondit sur les fourmis encore un petit peu, sachant que, bien sûr qu'aujourd'hui, la solution pour éradiquer une fourmi de tapinoma, c'est mort. Hein, c'est mort. On va faire de la régulation. Hein. On a Manon d'Argent qui nous dit j'ai une problématique de rats dans un chenil, ils sont tirés par les croquettes des chiens. Faut former les rats à former les chiens, à bouffer les rongeurs. Non, en fait, ce qu'il faut réussir à faire, c'est bouger les chiens dans un autre endroit, temporairement, mettre en place ta dératisation. Et une fois que tu as contrôlé ta population, alors on va pouvoir ramener les chiens dans ce. Le cholécalciférol, il est plus indiqué que les anticoagulants dans ce cadre-là, parce que je vous rappelle que vous avez moins d'intoxication secondaire. Il y a moins de chances qu'un chien qui bouffe un cadavre de rat s'intoxique avec le cholécalciférol que s'il consomme un cadavre contenant des anticoagulants. Néanmoins, le risque zéro n'existe pas. Donc, on va plutôt partir sur temporairement, c'est-à-dire 15 jours, je vais demander au propriétaire qu'il puisse déplacer ses chiens dans un garage ou autre, de manière à ce que je puisse faire ma dératisation tranquille. Et ce n'est pas le fait de mettre des boîtes qui va changer quoi que ce soit à ça. C'est la collecte des cadavres qui va devenir clé dans la gestion de ces rongeurs en chenil. Ouais. Après, il y a aussi la nourriture, les gamelles baissées, pas laisser la quantité pas laisser les gamelles pleines en permanence. C'est-à-dire qu'une fois que les chiens ont mangé, hop, on retire. En gros, pour inciter les nuisibles à les manger sur les pièges que tu vas appâter aussi avec nos dispositifs, avec les croquettes des animaux. Ils mangent déjà les croquettes. Tu peux, sur du piège de mâche, utiliser cette source de nourriture qu'ils ont l'habitude de venir manger. Je ne veux pas dire contourner la néophobie parce que tu vas quand même avoir le dispositif, mais tu sais que ça va manger ça. Donc profitons-en pour appâter avec ça. Après, effectivement, dire qu'il n'y a pas de risque avec le cholécalciférol, il y en a moins, clairement. D'accord, il n'y a pas de souci avec ça. Mais dire qu'il y a un risque zéro, non. Surtout qu'on sait qu'il n'y a pas d'antidote, etc. Mais attention aux quantités utilisées, etc. Parce que ça peut aller très vite. Donc, on fait quand même attention à ça. Pour moi, vu que quand même on est sur de l'alimentation, etc., utiliser des piégeages, etc., on n'a pas. Je n'irais pas sur ça. Je ferais plutôt du piégeage de masse. Avec après du coup directement les croquettes à ces endroits-là et vraiment limiter la quantité de nourriture disponible pour les rongeurs en limitant les gamelles. Voilà, c'est principalement ça. Après, dans l'idéal, si tu peux directement trouver les terriers pour appâter directement les terriers, s'ils ne sont pas accessibles aux chiens, ça serait le meilleur. Ouais, d'autant plus que vous avez des appâts qui ont des homologations terriers, donc qui peuvent être utilisés directement dans les terriers. Petit point, moi j'ai un retour d'expérience sur ce sujet-là. Limiter la quantité, éventuellement on peut conseiller le client pendant la dératisation également de dire vous donnez à manger aux chiens et une fois qu'ils ont fini de manger, vous retirez la gamelle pour plus qu'il y ait disponibilité alimentaire pour les rats. C'est vrai, nous on a fait ça dans un centre de sauvetage des oiseaux à côté de Lyon, où moi j'avais conseillé ça aux soigneurs en disant vous surélevez la nourriture qui est accessible aux oiseaux, comme ça les rats ne pourront pas y accéder. Et de cette manière-là, ils vont se désintéresser de la nourriture plus accessible et ils vont s'intéresser à leur nouvelle source de nourriture alimentaire qui s'appelle les appâts. Super, quand on a fait ça, en fait, ils n'avaient plus accès à la nourriture, ils ont boudé les appâts, ils ont attaqué les piafs. Donc en fait, dans un centre de sauvetage pour les oiseaux, quand c'est les rats qui bouffent les oiseaux, c'est un petit peu compliqué. Voilà, moi je m'étais planté dans le protocole. Attention également, quand vous baissez la concurrence alimentaire, faites gaffe à la réaction des rongeurs. Bon là, c'est des chiens, donc ils ne vont pas se mettre à attaquer les chiens. Ils vont plutôt préférer les appâts. Mais si c'est des oiseaux en convalescence ou autres, ils peuvent se détourner de leur nourriture habituelle, mais se retourner vers une autre source de nourriture que vos appâts. Donc ça, il faut réussir à l'anticiper aussi. Ou s'il accepte de tuer ses chiens avec, quoi. Mais bon.
Et après aussi, faites attention, après, voilà, au niveau désinfection, à regarder aussi où il pourrait y avoir des fesses, etc. Parce que bon, surtout dans ce genre de situation, avec Leptospiro, c'est quand même pas génial dans Voilà, tout ça, ce qui c'est est chien. typiquement le cas où les chiens ils peuvent se contaminer avec de la lepto, Mm. qui, je vous rappelle, est transmise par l'urine et les déjections des rongeurs. Et le rat brun est la deuxième espèce de rongeur avec les ragondins qui transmettent ce pathogène, cette zoonose. Et puis, y compris pour lui, pour l'éleveur, en tout cas pour le gars qui a les chiens. Parce que si ses chiens chopent la lepto et qu'il est, il est en contact avec ses chiens tous les jours, bah lui, il va la choper. Donc, ouais, utile de vous vacciner. Alors, je vous rappelle les quelques stats de la lepto en France. La lepto, c'est 700 cas humains. En France, c'est 10% de mortalité. Donc, vous avez 70 personnes qui meurent tous les ans de la lepto. Au niveau mondial, c'est 1 million de cas de contamination, c'est 100 000 morts. Alors, effectivement, ça concerne davantage des pays où les règles d'hygiène sont moins importantes que chez nous. On est bien d'accord. Chez nous, c'est quand même entre 50 et 70 morts par an autour de nos métiers. Hein. Donc, en fait, ouais, first, tu as raison. Utile de mettre ces EPI, les gants. Mais des gants jetables, je les jette, en fait, je ne les mets pas dans la portière de la bagnole quand je les enlève. Et je désinfecte mes gants en fin de dératisation. Alors, effectivement, si vous manipulez bien vos gants, il y a peu de problématiques, mais voilà. Mais quid des chaussures que vous avez utilisées pour aller sur le terrain et que vous remettez pour conduire? Si vous avez des leptos sous les chaussures, vous allez les emmener à la maison. Et quelques copies de bactéries suffisent à se contaminer. Donc, méfiate sur ces sujets-là, ouais. Se vacciner, ouais, nous on l'indique, alors c'est pas obligatoire. La vaccination n'est pas obligatoire, comme toutes les vaccinations en France, elles ne sont pas obligatoires. La seule personne qui peut, j'imagine que vous avez tous un médecin du travail en fonction de vos activités, la seule personne qui peut obliger un salarié à se vacciner, c'est le médecin préventeur. Le médecin préventeur, c'est le médecin du travail qui, en étudiant votre poste de travail, va dire, dans ce cadre-là, je recommande la vaccination. OK ? Si vous persistez à dire, bah, moi, je ne veux pas me faire vacciner, c'est une maladie professionnelle. Hein, donc, c'est l'entreprise qui peut prendre en charge. En tout cas, même si vous êtes en auto-entreprise, vous pouvez tout à fait passer votre vaccination comme frais dans l'entreprise. C'est une maladie reconnue comme maladie professionnelle. Et si vous refusez, malgré le conseil du médecin préventeur, à vous vacciner, c'est un motif de licenciement. Ah non, la vaccination pour le Covid, elle n'est pas obligatoire. Hein. Il n'y a aucune vaccination en France qui est obligatoire. C'est cher, ça peut être un peu douloureux. C'est un protocole vaccinal. On a une première injection à 6 mois, une deuxième injection à 1 an et une troisième Ça, injection. c'était vaccinal. Ouais, c'est cher. Mais ça vaut quand même moins cher qu'un cercueil, quoi. Enfin, il me semble. Bah après, si tu travailles en milieu à risque, genre égoutier, etc., tu ne te poses pas la question, en fait. Dans ces cas-là, c'est nécessaire. Et rappel tous les 2 ans. Voilà. Donc oui, c'est bien. Alors attention, hein, c'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne pouvez pas l'attraper. Le fait d'être vacciné, ça va protéger contre les principaux sérovars. La leptospiro, c'est 270 formes différentes au niveau mondial. Il y en a 3 qui sont très préoccupantes, notamment la ictière hémorragiae, qui est celle qui est très présente chez nous. Hein, la forme de bactérie qui est celle-ci et qui provoque le plus de mortalité, c'est celle qui est la plus présente chez nous. Ça ne va pas vous empêcher de la choper, ni même la vaccination du chien ne va pas l'empêcher de la choper. Ça va simplement vous empêcher de développer un ictère, c'est-à-dire un dysfonctionnement du foie qui peut provoquer la mort. Si normalement c'est pris en charge, c'est pris en charge par l'entreprise. À la charge de l'entreprise, tout à fait. Moi, j'ai bien envie de vous faire un petit point sur ce nouveau cadre réglementaire de la désinfection en France. Ouais, alors ça dépend lesquels. Les retours terrain qu'on a aujourd'hui, c'est que le plus appétant, tu en as 2. Hein. Tu as le Célontra, qui est mis en marché par BASF, et tu as le Harmonix Rodent Paste, qui est mis en marché par Enview. Celui avec lequel on a le plus de retours positifs, c'est celui d'Enview. Hein, c'est l'Harmonix Rodent Paste. Après, ça dépend des situations. Nous, on n'a pas de parti pris, on a des actions chez personne d'ailleurs, parce qu'on est complètement indépendant. Donc nous, l'information qu'on vous livre, c'est une information complètement indépendante. Hein. Voilà, ça, c'est les retours terrain qu'on a aujourd'hui. Maintenant, dans certaines situations, il y a des pros qui aiment bien bosser avec le Célontra, d'autres avec le Harmonix Rodent Paste.
Voilà globalement. Hein. Donc, ça dépend aussi de vos habitudes, ça dépend aussi du positionnement des appâts, ça dépend aussi également de l'espèce que vous avez en face de vous. Alors, le NoTrack, effectivement, c'est un très bon bloc. Hein. C'est le bloc de référence à base de bromadiolone dans le marché français. C'est Bell, les laboratoires Bell qui vendent ça. Ça reste la référence en termes d'appétence. Attention, par contre, la bromadiolone, vous pouvez rencontrer un phénomène de résistance. Hein, puisque les dernières études qu'on a menées avec notre outil qui s'appelle le EasyDiag rongeur, je le marque qui permet sur la base de la collecte des déjections des rongeurs de savoir s'il est résistant, qui il est déjà, hein, parce que le nombre de pros qui nous disent « Ah bah moi, ça susurre, c'est du rat brun », bah non, c'est du rat noir, du crapaud, de la chauve-souris, des poules, des faisans, il faut voir ce qu'on trouve. Bah ouais, l'identification sur crotte, l'identification simplement sur indice de présence, c'est pas si simple que ça. Ça nous dit si c'est résistant, et en l'occurrence, on trouve entre 30 et 40% des rongeurs de rat brun en France qui sont résistants à la bromadiolone notamment. Donc, parce que les vétérinaires, et je peux vous en parler, c'est connu. Petit point, ouais, sur le contexte. Donc, vas-y, fais le point sur la désinfection et tout ça, et les contraintes que ça apporte à certains. Les autorités, là, depuis une dizaine d'années, cherchent à encadrer les usages. OK ? Les usages des matières actives dangereuses. Matières actives dangereuses, on en utilise en agriculture, on appelle ça des pesticides, dans le milieu vétérinaire, hein, les médicaments vétos, la médecine humaine, et dans tout notre grand concept de santé publique. Super. Dans notre concept de santé publique, on utilise quoi ? Des produits contre les rongeurs, des produits contre les insectes, des produits contre les bactéries virus, qu'on appelle des désinfectants. Donc, depuis 2015, en France, pour notre grand métier de la 3D, pour qu'on puisse avoir accès à des produits professionnels, on passe un truc qui s'appelle le certibiocide nuisible. Okay ? Dératisation, désinsectisation, désinfection. Très bien. Et donc aujourd'hui, on s'est dit, bah, finalement, il y a des opérateurs qui ne font que de la désinfection. C'est le cas en milieu hospitalier, c'est le cas en clinique vétérinaire. On utilise des désinfectants pour neutraliser les micro-organismes qui sont sur des surfaces inertes. Une table d'opération, un bloc opératoire, un restaurant. Et donc, en fait, l'État et les autorités sont allés jusqu'à encadrer cet usage des désinfectants qui ne sont pas utilisés sur l'animal ou sur l'humain, qui soient soit des médicaments, soit des dispositifs médicaux, mais qui sont bel et bien les désinfectants qu'on utilise, par exemple, pour faire une désinfection d'un appartement post-mortem, par exemple, pour faire une désinfection de vide à ordures, par exemple, pour faire une désinfection de locaux poubelles. Alors qu'on avait très réglementé par le certibiocide l'utilisation des raticides et des insecticides, les désinfectants n'avaient pas encore de cadre réglementaire. Désormais, le cadre réglementaire est posé. Toute personne, à part les personnes dérogataires, je vais vous lister ensuite, toute personne qui est amenée à utiliser, à vouloir acheter ou vendre un produit désinfectant professionnel dans le but de désinfecter une surface inerte, TP2, dans le but de désinfecter une clinique vétérinaire, TP3, dans le but de désinfecter une industrie agroalimentaire ou un restaurant, TP4, alors devra passer une journée de formation certibiocide désinfectant. C'est également votre cas. Les vétérinaires ont dit non, nous on comprenait, mais les médecins ont eu la même réaction, les dentistes pareil, vous voyez, toutes ces professions un peu corporatistes. On dit non, nous on sait déjà beaucoup de choses sur la désinfection, mais on sait déjà beaucoup de choses sur les micro-organismes et la manière de désinfecter. Mais quid du stockage de vos désinfectants en clinique, quid des bons protocoles que vous mettez en place dans vos établissements, et quid de la gestion des déchets? Parce que c'est bien d'être bon en désinfection, mais si globalement les fonds de pulvée de désinfectants que vous utilisez, vous les mettez à l'évier, faut refaire tout le boulot, quoi. Donc en fait, le ministère de la Transition écologique a posé la chape de ce nouveau cadre réglementaire. Sont dérogataires tous ceux qui sont dans le cadre du paquet hygiène, hein, donc toutes les personnes qui interviennent dans ce qu'on appelle la transformation alimentaire, toutes les personnes de l'industrie agroalimentaire, toutes les personnes de la restauration notamment sont dérogataires. Elles peuvent donc acheter des produits désinfectants TP4 sans avoir préalablement suivi le certibiocide. L'armée, les pompiers qui ont reçu une formation au risque chimique. Toute personne qui va acheter désormais un TP2, TP3, TP4, à part les dérogataires, a besoin de justifier d'une formation certibiocide un jour. La date butoir à laquelle il fallait passer cette formation, c'était le 1er janvier 2025. Le ministère n'a fait que reculer cette date au 1er janvier 2026. Ça veut dire que ça nous laisse encore 1 an pour former tous ces opérateurs. Néanmoins, les dentistes, néanmoins les médecins, néanmoins les hygiénistes des hôpitaux, néanmoins les vétérinaires devront
se former ou avoir justifié que dans l'année qui va s'écouler là, auront fait une formation continue à la gestion du risque chimique. Formation qu'ils ne reçoivent jamais dans leur formation. On a les formations médicales, mais à jamais on nous apprend à gérer les déchets, par exemple. Alors, ils savent très bien gérer leurs déchets de soins, mais par contre, la gestion des désinfectants et de ce qu'on appelle les déchets toxiques en quantité dispersée ou les déchets industriels dangereux, finalement, sont un peu le parent pauvre de la gestion dans ces activités-là. Donc, ils ne sont pas dérogataires, ils ont simplement un délai supplémentaire pour le passer. Voilà. Et à l'horizon 1er janvier 2026, les distributeurs de produits de désinfectants professionnels TP1, TP2, TP3, TP4, à part si la personne leur prouve qu'elle est dérogataire, activité de l'entreprise et poste de la personne dans l'entreprise, il faudra que ces personnes donnent un numéro de certibiocide désinfectant. Ouais, c'est dans le cadre un peu du PNSE4, tout ça, du Plan National Santé Environnement, qui est mis en place par le gouvernement, qui a pour but, en fait, d'informer tout le monde, de par la formation, pour que les gens puissent s'informer, notamment liés aux risques chimiques, et en regroupant une seule santé, humaine, animale et environnementale. Et comme expliquait Romain, en fait, dans la gestion des déchets, dans les façons de stocker, dans les façons d'utiliser, il y avait des dérives par manque d'information chez certaines personnes, tout simplement. Et c'est là un petit peu notre rôle, quoi. Après, on se rend compte quand même que, et ça touche toutes les personnes, pas spécialement le domaine médical, etc., que c'est pas... je crois qu'il y a quelqu'un qui aime beaucoup ton accent, Greg. Non, on dit pas en chocolat en France. On sait qui c'est. On s'est quand même rendu compte qu'en fait, ça faisait pas de mal de refaire un petit tour sur la sécurité, reprendre les bases sur les autorisations de mise sur le marché, sur les pictogrammes, etc. Parce que peu importe les formations qu'on a, il y a des fois, les informations sont datées, etc. Et nous, on le voit beaucoup sur les pictogrammes, en fait, où on ne sait plus ce que ça veut dire. Voilà. Donc, des fois, petite piqûre de rappel. Ça dure une journée, effectivement, c'est obligatoire, effectivement, mais ça fait pas de mal. Voilà. Et puis, souvent, les gens qui passent en formation sont satisfaits parce qu'ils ont appris quelques trucs. Nous, on n'est pas là pour faire un cours, on est là pour leur amener quelques petits trucs pour avoir plus de considération sur la manière dont ils stockent. On leur pose le cadre réglementaire et puis après, au milieu de ça, il y a la vraie vie. C'est le stockage chez tout le monde, le stockage de biocides. Oui, des fois, la porte est ouverte. Oui, personne. Il y a des gens non habilités qui accèdent au stockage. L'idée, c'est quelles sont les petites actions que je peux mettre en place pour améliorer mon stockage. Même chose quand j'utilise mon désinfectant ou même mes insecticides. Est-ce que j'ai lu mes FDS? Est-ce que j'ai lu la fiche technique pour faire la bonne dilution? Alors, on s'aperçoit que finalement, ces points-là, des fois, ils ne sont pas... Donc, à l'établissement du protocole de désinfection, c'est des points que je vais vérifier. Et puis, ma gestion des déchets. Qu'est-ce que je fais potentiellement de mes bidons vides de désinfectant? Qu'est-ce que je fais d'un désinfectant qui est périmé depuis 1 an? Souvent, les distributeurs les reprennent, mais si mon distributeur ne la reprend pas, comment je l'élimine? C'est un déchet industriel dangereux. Si je ne veux pas en foutre partout dans la nature et en station d'épuration, alors qu'en station d'épuration, on ne sait pas dégrader ces molécules chimiques, c'est bien de se dire ouais, moi la nature, j'adore, machin truc, on n'a pas de planète B, quelle est la planète qu'on va laisser à nos enfants, et puis d'un autre côté, renverser un bidon de désinfectant dans un évier, quoi. Ça ne va pas ensemble, quoi. Non, puis ne serait-ce que par rapport au stockage, quand je vois des personnes, voilà, c'est un des produits plus utilisés quand je pose la question de à quelle température ça se stocke. Personne n'est capable de me répondre. Alors que tu sais qu'à partir de 25 degrés, le fournisseur il dit moi je valide pas en fait l'utilisation de ce produit-là parce que je ne sais pas s'il sera encore efficace. Et ça, si tu sais pas où aller chercher les informations, tu sais pas si tu auras une efficacité sur la désinfection. Ouais, il y a peut-être des gens qui mènent des désinfections qui ne sont pas efficaces. Donc quand c'est une colonne de vide à ordures ou un local poubelle, ça va. Si c'est le bloc opératoire dans lequel vous allez vous faire proposer la prothèse du genou, c'est bien de savoir que c'est efficace sur staphylocoque doré dans le cas des maladies nosocomiales à l'hôpital, quoi, par exemple. C'est un peu rassurant. Mais voilà, ce qu'il faut voir, c'est ne nous auto-flagellons pas. Il y a déjà plein de choses qu'on fait très bien. Il y a une vraie sensibilisation qui est mise en place. Il y a Track Déchets également qui vous explique bien comment suivre vos déchets. Mais il y a des choses qui sont perfectibles. Ouais, on a un truc qui s'appelle, au milieu de ça, qui s'appelle le boulot, quoi. Il y a un moment où vous avez des entreprises, il faut que ça tourne, il faut que ça facture. Et il faut que vous fassiez de la marge pour pouvoir payer vos collaborateurs et vous verser un salaire. Ça, c'est la clé. Et dans cette activité-là, quelles sont les petites choses que je peux mettre en place dans le quotidien de manière à se fixer quelques objectifs? Tiens, sur 2025, je vais peut-être
je vais stocker différemment, je vais faire peut-être une information de mon personnel sur les risques chimiques. C'est des petites choses comme ça qui font que petit à petit, on va s'améliorer en sensibilisant aussi sur ces sujets-là. Donc voilà un peu le cadre réglementaire. Est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels à part l'accent de Greg, mais ça on n'y peut rien, on n'arrivera pas à le changer, mais est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels vous voulez qu'on... Tout à l'heure, on a une question qu'on a laissé passer sur le fait de ne plus pouvoir pulvériser sur les matelas des produits pour les punaises de lit. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pouvait faire ou pas faire? Donc en fait, effectivement, pulvériser sur les matelas pour les punaises de lit, c'est fortement déconseillé, et de toute façon, sur pas mal de produits, en fait, on te dit clairement que c'est interdit, d'accord? Donc pour un petit rappel, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit, etc. Donc après, du coup, tu as les solutions, on dirait entre guillemets classiques, hein, ça va être déjà l'aspiration. De toute façon, c'est la base pour retirer les adultes, les œufs, etc. Bien sûr, attention à la gestion de l'aspirateur derrière, parce que si jamais tu m'as pas retiré ton sac, tes punaises ont juste fait un petit tour de sac et puis ça leur a fait plaisir. Et après, tu vas avoir tout ce qui est utilisation de vapeur, de bombes de froid, etc. Sans après parler, après tu vas voir aussi être très bon avec des étuves, etc. qui peuvent se faire. Voilà. Mais tu as quand même pas mal de petites choses qui peuvent être mises en place. Et mais effectivement, en fait, maintenant, la punaise de lit, avec cette limitation-là, en fait, on va être obligé d'appliquer d'autres méthodes que juste sur les pulvérisations entre guillemets à la bourrin qu'on faisait jadis, qui était fortement déconseillé. Y a-t-il des traces de nouvelles espèces qui arriveraient en Europe, en France? Ouais. Ouais, moi j'en ai une. La fourmi électrique, par exemple, qui a été détectée en 2022, qui aurait été là depuis peut-être 2012. Qu'est-ce qu'on a d'autre après, Romain? Ou Arnaud, je sais pas. Moi j'en ai une super qui arrive. La Musostreptus. Non, mais les rongeurs, c'est trop facile. En fait. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas être passionné de rongeurs, comme d'ailleurs dans la vie. C'est l'essence même de la vie, les rongeurs. Donc, on a le cousin du moustique tique qui n'est pas très loin de chez nous. On a Aedes albopictus chez nous, je vous rappelle, qui a mis un peu le bazar dans la gestion du moustique en France. Historiquement, on traitait le moustique dans des grands espaces, dans des grandes surfaces. Ouais, le raton laveur, Philippe, t'en as pas mal chez toi d'ailleurs, je crois. Et puis, finalement, en 2002, le moustique tique commence à coloniser la France par le sud-est, Aedes albopictus, qui se fait remarquer en piquant maintenant quasiment toute la journée. Et des gens qui disent, moi, quand je fais mon jardin, maintenant, les moustiques, ils piquent tout. C'est que, en fait, moustique tique pique plutôt fin de journée, début de soirée, et puis après, vous avez le culex qui prend le culex ou les anophèles qui prennent le relais pour vous piquer. Donc en fait maintenant c'est non-stop, quoi. C'est les 3-8. Ouais. Et du coup cet Aedes albopictus, il est principalement connu pour transmettre 4 maladies dont 2 nous concernent beaucoup: la dengue qui nous concerne, Zika qui peut nous concerner, chikungunya qui nous concerne un petit peu moins, et la fièvre jaune. Fièvre jaune, quand on évoque ces noms de virus, c'est des virus qui se transmettent très facilement. On se dit, c'est des maladies tropicales. Et non. On a cette année une année record du cas de transmission de dengue en France. Alors, vous avez les gens qui voyagent, qui se font piquer en Guadeloupe, en Martinique et autres, et qui reviennent sur le sol français, qui développent leurs symptômes sur le sol français. C'est ce qu'on appelle un cas importé. C'est la majeure partie des cas qu'on enregistre en France, mais de plus en plus. Vous avez ces personnes qui reviennent de l'étranger, qui se font piquer sur le sol français, qui ont du virus dans le sang sans encore avoir déclenché les symptômes. Ce moustique tigre, il pique la personne et il va être capable d'aller piquer soit un animal, soit un oiseau, soit une autre personne par la suite. Si par chance, il pique une autre personne, alors il va faire une transmission du virus et il va infecter une deuxième personne, cette deuxième personne n'ayant pas eu besoin de voyager pour choper le virus. Ce qu'on appelle un cas autochtone. Okay. Mais il y a son cousin là qui fait une grosse pression, grosse pression en Italie en ce moment, qui est en train de remonter vers le nord, réchauffement climatique aidant. Il s'appelle Aedes aegypti. Même moustique tigre, alors qui ressemble à son cousin Aedes albopictus. La particularité de cette nouvelle espèce, c'est qu'elle ne pique que l'homme. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui revient de voyage qui se fait piquer par l'Égyptie, on est sûr que sa prochaine cible, c'est également un humain. Alors que celui qu'on a actuellement, ça peut être un chien, ça peut être un oiseau, et ça fait une rupture de transmission féline. Là, avec l'Égyptie, on pense qu'on va pouvoir
avoir 5 à 10 fois plus de dissémination de la dengue en France. Bon, clairement, mettez-vous aux moustiques, quoi. Ouais, il a été détecté, t'as raison Philippe, Orientalis. Hein. Alors, ouais, il est moins discret, donc on pense qu'il aura une dissémination bien moins rapide, parce que bien moins discrète en France, néanmoins il est présent. Pas de nouvelles du comité. Ah non, mais Armageddon de la ville de Paris, non, mais ça c'est ce qu'on appelle les comités Théodule, tu sais. Ils dépensent plus d'argent dans les restos qu'autre chose, donc il n'y aura rien. Ils travaillaient sur l'écologie du rat brun dans les égouts. Globalement, qu'est-ce qu'on a encore besoin de connaître de la biologie du rat brun dans les égouts, quoi. À partir du moment où il est dedans, c'est un milieu riche en microbiologie qui remonte et potentiellement il est capable de disséminer des pathogènes qu'on connaît déjà. Donc je ne vois pas ce qu'on a à apprendre de plus pour avoir le courage de dire bah oui, en milieu urbain, on régule les rongeurs et c'est comme ça. Hein, ça s'appelle la politique sanitaire. Hémiptérus, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse là-dessus. Je sais qu'il y a eu quelques foyers d'hémiptérus en France, mais je ne sais pas si son comportement est vraiment très très différent de la Hémiptérus. Ça grimpe mieux en fait sur certains éléments, donc lever un petit peu la tête, regarder un petit peu plus en hauteur, etc. Maintenant sur les traitements, on est sur, pour l'instant en tout cas, sensiblement la même chose, d'accord. Juste un peu plus approfondi la détection, notamment sur tout ce qui est hauteur, mais après, on est sur le même type de protocole. Donc le même sérieux à avoir, notamment avant l'intervention. Ça, elle ne résiste pas plus à la chaleur. Hein. Non. Donc non. déjà, hors chimique, hein. Alors elle grimpe mieux. Je ne vais pas dire qu'elle grimpe sur des surfaces lisses, mais elle grimpe mieux. Ouais, non, type pied de matelas, etc., elle va mieux grimper dessus. C'est un truc très juste tout à l'heure. Un bon système de monitoring, c'est du double face le long du lit ou du sommier, en fait. C'est assez intéressant. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a des pièges avec des phéromones. Je n'ai pas trop de retour terrain avec ces pièges à phéromones, à part sur les blattes. Sur les blattes, on sait que ça fonctionne. Sur les punaises des lits, je n'ai pas de retour terrain. Mais après, du bon scotch double face, ça vous permet d'avoir un suivi et surtout d'impliquer votre client dans le monitoring de son propre site en disant, de temps en temps, vous regardez s'il y a des punaises. Et si on a dessus, vous nous appelez, quoi. Hein, T'as essayé, pas très concluant, ouais. Alors, le scotch double face, déjà, si tu es dans une chambre poussiéreuse, ça va être compliqué. Ouais. C'est un petit peu le souci. Et après, tout ce qui est utilisation de phéromones, etc., avant infestation, quand il y a du contrôle régulier, etc., ouais, par contre, une fois que l'infestation est là, actuellement, bon, voilà, c'est pas ça qui va être le plus utile. Une question sur les pucerons, peut-être Arnaud, dans les cuisines. Ouais, j'étais sur les punaises au plafond et rien sur le lit et sur le matelas. J'ai pas vu. Attends, je vais remonter sur la question. Non, une personne qui demande des personnes qui nous contactent pour des moucherons dans les cuisines. Ah, pour les moucherons dans les cuisines, ça va être l'hygiène, hein, en règle générale. Hein. Donc, bon syphoïde, quoi. Voilà, il va falloir effectivement faire un nettoyage en profondeur au niveau des siphons, des siphons de sol. C'est la base, hein, de toute façon, le nettoyage, que ce soit pour tous les insectes, notamment les pucerons, les moucherons, notamment les blattes. Le nettoyage est à prendre en considération en premier lieu. Après, vous pouvez également travailler au niveau des cuisines avec les structures électriques d'insectes volants. Hein. Ça peut également être un outil très utile. Mais le renforcement des protocoles de nettoyage, il faut absolument communiquer avec son client sur ces renforcements de protocoles. Ouais, c'est probablement des psychodes. C'est les petits moucherons noirs qui laissent des traces sur le mur quand vous les écrasez. Ouais, ça dépend. Pour ma part, moi, j'ai eu un petit peu tout. Ouais. C'est pour ça que la remarque de Philippe n'avait pas trop mal. Déjà, identifier le moucheron, si c'est bien un moucheron, etc. etc. Voilà. Est-ce que c'est une psychode? Est-ce que c'est quelque chose d'un fruit? Parce que des fois, il y a des gens qui vous appellent, ils ont une plante qui va générer du moucheron de par l'humidité. D'autres, ça va être un fruit qui va se décomposer, etc. Avec les drosophiles, ouais. Voilà. Donc, moi, encore une fois, j'y reviens, je vais dire un truc, mais déjà, pourquoi il y a le nuisible? Comment il est arrivé? Qu'est-ce qui fait qu'il se développe dans cet environnement-là? Donc, déjà, ça va passer par de l'identification. Et sur les insectes, je pense que vous avez tous eu des clients un jour qui vous ont appelé en disant qu'ils sont envahis de blattes. Vous arrivez, vous avez des cloportes. D'accord? Ça, c'est déjà arrivé. Ouais. Donc, c'est à vous d'identifier un insecte là-dessus déjà, dans un premier temps, d'aller voir son bouteille de bière. Et moi, j'en ai même qui tombent alors que je n'ai pas bu ma bière encore. Tu vois? Énervant, quoi.
Avec un risque de dépréciation de la bière qui est très important du coup. C'est pour ça que je suis obligé de la boire vite après. Bah oui, bien sûr. Non, mais c'est sûr que le contrôle des denrées alimentaires qui peuvent être présentes, des résidus alimentaires et les renforcements de protocoles de nettoyage, quand on est sur des présences effectivement de moucherons, c'est très important. Mais c'est vrai que en fonction de l'espèce, on va pas du tout chercher la même source. C'est Bien vrai sûr. que c'est les drosophiles, c'est les fruits trop mûrs, c'est le petit bac de compost que vous laissez au bord de la fenêtre à remplir, que vous allez verser une fois de temps en temps dans le compost. Et c'est effectivement une fond de bouteille de bière qui est restée le long de la porte. Ça, c'est parce qu'elles vont chercher, les drosophiles vont vraiment chercher le fructose et tous les sucres simples qui sont contenus dans ces aliments-là. Et donc, en éliminant simplement les ressources alimentaires, vous allez éliminer les drosophiles. Si c'est psychode, on va plutôt aller chercher sur une mauvaise évacuation, ou en tout cas une évacuation qui a une zone de stagnation dans laquelle l'insecte va pouvoir pondre ses œufs. Vous allez avoir des émergences, que ce soit une douche, un lavabo, une bronchifoïde qui n'est pas étanche. Dans ce cas-là, donc il faut vraiment aller chercher dans les zones humides. C'est soit nourriture, soit zone humide. Donc dans ces cas-là, on passe déjà par un nettoyage et ensuite on fera potentiellement un traitement et une élimination des denrées alimentaires en fonction de l'espèce à laquelle on a affaire. C'est pour ça qu'une fois de plus, on n'a pas de protocole universel et ce protocole, il va clairement dépendre de votre capacité à aider vos connaissances sur la bestiole en disant mais c'est pas grave. C'est comme les blattes des jardins, les blattes des jardins et puis les blattes germaniques, ça se ressemble. Mais si on se forme et si on monte en compétences, on va être beaucoup plus discriminant en fonction des situations qu'on a en face de soi, quoi. De toute façon, c'est sûr que pour pouvoir gérer des nuisibles, il faut comprendre le nuisible et on va après appliquer les bonnes méthodes. Une fois que tu as compris de ce que ça mange, où ça va se développer, tu vas pouvoir te focus là-dessus, pouvoir commencer à réduire ces quantités-là, en fonction des températures de développement, etc., voir si tu peux maîtriser de l'environnement, d'accord, pour que tu aies les conditions les moins favorables possibles, en fait, pour stopper le développement de nuisibles. Et puis, oui, comme dit Romain, le nombre d'infestations actuellement de drosophiles qui sont liés à cause des petits bacs de composteurs qui sont ou pas vidés ou pas nettoyés, un véritable bonheur. Le compost, c'est génial. Le composteur, c'est génial, quoi. Ça participe tout. par exemple 2 à 3%. Ça fait plaisir. Donc, je trouve ça top. C'est vraiment cool. Mais nous, ils l'ont fait à Lyon, dans les rues, ils ont foutu des composteurs, ça a été squatté, c'était le paradis des rats, quoi. Donc, à vouloir faire bien, on fait mal, quoi. Et donc, on nous disait l'enfer n'est pas fait de bonnes intentions. Les bonnes intentions, personne n'en manque, mais ça peut amener vos clients à des situations d'enfer. Donc, et je vous rappelle également, petit point de biologie, il y a des études qui sont sorties qui montrent que les composteurs peuvent également être des lieux de pente du moustique tigre. Pourquoi ? Parce que la femelle moustique tigre, chez le moustique, seules les femelles pondent. Et d'ailleurs, comme chez beaucoup de femelles, d'ailleurs, je crois. Et seules les femelles font des repas de sang. Et elles sont capables d'aller pondre des œufs sur des surfaces sèches ou légèrement humides parce que la concentration en acide humique de ce lieu-là est telle qu'elle sait très bien qu'à un moment, ce lieu, il va recevoir de l'eau ou suffisamment d'humidité pour pouvoir viabiliser ses œufs. Donc là où les moustiques historiques pondaient dans la colonne d'eau, le moustique tigre, en fait, très faible surface d'eau, et y compris des surfaces où visuellement vous ne voyez pas de flotte, mais suffisamment d'humidité pour que les larves elles puissent se développer et émerger rapidement. Parce que le compost, ça chauffe, c'est les bactéries qui décomposent, font chauffer, et donc ça génère des températures qui sont adéquates pour le développement larvaire. Il y a une question aussi là sur les souris. Jus, tu sors d'un certain rongeur, vas-y. Comment gérer les souris pour éviter les plaques de glu, tu vas avoir tout ce qui est piégeage mécanique, les neuvièmes mâchoires qu'on a abandonnées pendant des années. Il y a ça. L'herméticité, la source de nourriture, je reviens encore dessus. Et après, ça va être piégeage mécanique. Si après tu as plusieurs types, tu peux avoir les piégeages de masse. Mimétique et Comil, tu en as plein maintenant qui existent. Piège multicapture, tu veux dire, ouais. Multicapture, oui. Et après, tu vas avoir clairement les mâchoires.
bien utilisé avec le bon appât, ça fait toujours plaisir et ça fonctionne très bien. Par contre, attention, si vous faites de la presta en piégeage, ça va vous prendre un temps de fou. Oui. En règle générale, les clients, ils sont toujours contents quand vous venez mettre des pièges et vous leur dites, vous m'appelez quand il y a une bestiole dans le piège. Ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas une personne sur 10 qui arrive à retirer une souris d'un piège aujourd'hui, donc ils vont vous appeler. Tout ce temps-là, il faut le facturer, quoi. Ok, ils veulent de l'alternatif, mais l'alternatif, et je pense notamment à nos copains de Biosinov, les cahiers des charges d'utilisation, il est quand même très précis. La fenêtre d'expression du produit, la fenêtre d'expression et d'efficacité du produit, il est beaucoup plus réduit, beaucoup moins spectre large que ce qu'on connaissait avant avec les solutions classiques. Okay, là où la chimie était très spectre large avant, des produits inspirés de la nature ou du piégeage, c'est quand même ça demande une maîtrise et une connaissance plus importante, donc du temps, donc de la formation, donc du suivi de votre chantier, y compris si c'est du suivi digital parce que vous utilisez des pièges connectés ou du suivi physique, ça va vous demander du temps. Quand les gens veulent de l'alternatif ou du complémentaire, ça se facture, quoi. Blatt, moi je conseille toujours en pulvé. La nébulisation, vous en foutez trop partout. Si tu as le choix que entre les deux, je veux dire. Je préfère une bonne pulvérisation qu'une nébulisation. Maintenant, si tu n'as pas accès, parce que c'est des faux plafonds, etc., why not? Voilà. Mais personnellement, je préfère une bonne pulvérisation. Ouais, la nébulisation, c'est pour traiter un volume, tout simplement. Quoi. Donc, fringue de partout, bordel. Sinon, tu mets 20 litres d'essence, une allumette, et puis... pas sûr, elle part chez le voisin, quand même. Elle part chez le voisin, le feu. Tu casses la fumée pour que la fumée, elle puisse aller à côté aussi. On a dit que le feu, c'était non. Ah oui, c'est mince. L'aspirateur, c'est bien aussi pour les blattes. Après, pareil, il va falloir faire attention à son sac. Ouais, je rajouterais même aujourd'hui que, effectivement, quand on voit, et Philippe Pain, qui est avec nous ce soir, pourra également témoigner, quand on met des pièges mécaniques en extérieur, qui plus est, dans des postes d'appâtage, en fait, on est amené à... Alors, je pense que c'est bien de faire un ceinturage en tour de bâtiment avec quelques sentinelles pour vérifier que vous êtes bien sur des rongeurs qui ne vous intéressent pas trop. Néanmoins, on retrouve régulièrement des mésanges, des lézards et autres. Et ça fait quand même limite, quoi. Donc, ouais, plus on va avancer dans le temps, moins l'utilisation des produits biocides sera possible en extérieur. Les pièges, dans la mesure où ce n'est pas sélectif non plus, on aura des questions à se poser. Mais par contre, on a plein de systèmes de monitoring, notamment avec l'intelligence artificielle, la surveillance par caméra et la reconnaissance notamment faciale. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on puisse retrouver quelqu'un en moins de 3 jours aux États-Unis qui a tiré sur le patron de la sécurité sociale et qu'on ne puisse pas être capable de faire de la reconnaissance de rongeurs à distance. Je pense que l'intelligence artificielle va nous aider. Vous intervenez sur des sites sur lesquels il y a de la vidéosurveillance. Eh bien, la capture d'image sera demain un moyen pour nous d'identifier des rongeurs, de les identifier à distance et d'intervenir ou de ne pas intervenir. Donc demain, clairement, on fera de la surveillance de site sans forcément des interventions. On voit bien que notre métier, on est en train de partir de je fais une inter, je facture. Je fais une inter, c'est pas la bonne espèce, je pensais que c'était des punaises et puis finalement c'est des cloportes, je peux pas traiter, je vais pas facturer quand même. Si, on facture aujourd'hui. Et on voit bien qu'il va falloir que dans notre métier, on puisse trouver un moyen de facturer nos diagnostics, que le traitement se fasse derrière ou pas parce que c'est pas la bonne espèce. Alors, sur le piégeage extérieur sur les rongeurs, en fait, c'est que, de toute façon, comme pour l'appâtage avec des produits toxiques, il faut regarder ce qu'on a autour dans l'environnement pour effectivement éviter de tuer d'autres espèces qui pourraient en plus nous aider sur le site. Et ça, après, c'est lors de ton inspection où tu vas regarder au fait le risque que tu as, etc. Effectivement, maintenant, si tu as des grandes chances de tuer des espèces non ciblées, tu vas te diriger sur autre chose. Pour les punaises de lit, il y a une personne qui nous dit qu'elle ne trouve rien, qu'il y a une dame qui se fait piquer malgré un traitement approfondi. Alors, le bol avec la terre de diatomée dedans, ça sert un peu trop à rien parce qu'elle ne va pas s'y jeter, elle ne va pas se prendre que dans la piscine. Il peut y avoir des acariens. Des acariens. Ça peut être une allergie aux acariens, ça peut être de la larve d'entraîne, aussi également, qui a ce côté un petit peu urticant. Alors, et vous regardez là, c'est un petit peu plus rare. Oui. Ouais, vas-y. Le scléroderme domestique, c'est un petit peu plus rare. Voilà, donc il n'y a pas que la punaise de lit qui nous pique.
C'est ça qu'il faut se dire aussi. Les entraînes, on en a de plus en plus. Moi, j'en ai trouvé une chez moi il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. Bon, on en avait au bureau la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Mais voilà, mais d'ailleurs, Ouais, mais j'ai même discuté avec une entomo qui m'expliquait que tout le monde avait au moins des adultes chez soi quelque part. Après, c'est le développement des larves, si elles trouvent un coin intéressant qu'il va faire dans la maison. Et si elles sont gênées, elles vont lâcher leur poil, un petit peu comme la chenille processionnaire, qui va, pour certaines personnes, avoir une réaction exacerbée. Magique, voilà, exactement. Qui va être gênante pour nous. Donc après, il faut tout fouiller. Ça se cache dans la poussière des fois. Des fois, vous trouverez des larves d'entraîne dans une petite peluche de poussière, dans un recoin du matelas, etc. Il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Vous pouvez avoir du scléroderme domestique aussi, qui lui va plutôt être attiré quand même lorsqu'il y a de la vrillette dans l'environnement. D'accord ? Ça, la piqûre est plutôt douloureuse. C'est pas tout à fait pareil. Et je pense qu'il y a plein d'autres choses. Et je vois Julien qui va intervenir, donc vas-y. Ouais, tu veux rassurer ton client, tu as la détection canine. Hein. Il y a un moment, oui, ça a un coût, surtout pour un appartement, mais c'est le prix de la tranquillité pour ton client. Pour lever le doute. Ouais, pour autant, la détection canine, elle va te faire le tri entre une situation avec punaise ou sans punaise, une fois qu'on dit il y a punaise. Oui, mais au moins, tu sauras si c'est des punaises ou pas. Des acariens de la poussière, vous avez une espèce, vous regarderez sur Internet, qui s'appelle dermatophagoïdes, qui peut générer des allergies chez les gens, qui peut générer des réactions cutanées. Mais vous avez aussi des gens qui se font piquer de manière imaginaire. Et qui vont développer, parce qu'ils ont une dérive mentale sur ce sujet-là, ils sont spécialisés là-dessus, ils peuvent, à la surface de la peau, déclencher les symptômes assez similaires à des situations de piqûre qui n'en sont pas. C'est simplement que le psyché les embarque là-dedans, ils sont tarés, ils ont vu la sœur chez Hanouna qui parlait des punaises, ils en voient partout, et puis ils se disent, finalement, j'ai des punaises. Et vous avez bien vu que dans le flanc que ça a fait en 2023, à partir de septembre, auquel on a largement participé, c'est sûr que ça a mis notre métier en lumière, la moitié des chantiers, en fait, c'était pas des punaises. Alors que les punaises, les gens en voyaient partout. Donc, moi, j'ai eu une réaction une fois dans ma chambre avec la fleur de pampa. Ma femme avait mis la fleur de pampa sur la table de nuit. J'avais des réactions sur les mains, je me demandais ce que c'était. On a fouillé, on a mâché, malgré l'expertise et tout ça. On s'est rendu compte que c'était la pampa qui faisait une réaction. On l'a enlevé, on a nettoyé les draps, c'était fini. Dans ce cadre-là, c'est pas forcément un insecte, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Quand vous pensez que vous avez un client, qui est plutôt un patient d'ailleurs, s'il est atteint d'un problème psychologique, faites-les parler pour essayer de comprendre s'ils tournent en boucle sur leurs problèmes. Alors, on n'est pas psy, loin de là, mais on fait un travail d'accompagnement également. On est un support à la tranquillité des gens. C'est notre métier aussi. Faites parler un petit peu les gens pour essayer de comprendre si psychologiquement ils sont stables ou pas. Parce que si vous êtes face à quelqu'un qui tourne en boucle en permanence, on se dit, il est barré, quoi. Il a regardé des millions. On sous-estime énormément l'aspect psychologique de notre travail. Ouais, c'est énorme. Tu as une cliente avec de l'urticaire nocturne. Comment tu le sais? Ce qui j'accule la nuit. Non, là, mais on fait un travail en 3-8, je suis d'accord, c'est important. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi, je quitte le quartier. Direct du médecin, ouais, bien sûr. Non, mais après, on est là aussi pour soutenir, y compris psychologiquement, les gens. C'est pour ça qu'il faut de temps en temps prendre le temps de parler quand vous sentez que les gens sont en souffrance. C'est le cas avec les punaises de lit régulièrement. Mais vous pouvez aussi avoir des profils psychologiques particuliers qui font que vous allez tourner en boucle, vous n'allez pas réussir à facturer vos diagnostics, et puis les gens, ils vont vous faire tourner en bourrique. Et puis vous avez le sens du travail bien fait, vous voulez trouver, et puis vous ne trouverez pas. Dans ce cas-là, l'intérêt, c'est de dire, détection canine, vous reportez votre responsabilité sur quelqu'un d'autre, parce que vous n'en sortez pas. Ça peut être super intéressant. Un jour, a voulu que je le bête entre ses jambes. Julien, t'as une question, Julien? La caméra et mon micro, je me sens pas concerné. Je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que vous avez des dernières questions? Parce que moi, il faut que j'aille vérifier dans le bar d'à côté s'il y a des drosophiles. S'il y a des drosophiles.
Et n'hésitez pas. Est-ce qu'il y a un thème des webinaires comme ça? On va en faire régulièrement. On va essayer de les rendre un peu saisonniers, de prendre des thèmes un peu espèces, en disant bon bah voilà, là en ce moment c'est un peu les rongeurs, punaise ça repart un peu. On va bientôt avoir la saison moustique. Bon voilà. L'idée c'est qu'on puisse échanger sur les espèces. Je vous rappelle effectivement que toutes nos formations, les formations techniques, elles sont dispo chez nous, en visio ou en présentiel. Nous, c'est vrai qu'on préfère le présentiel. Moi, je vais relancer aussi quelques sessions de certi-rongeurs où je vous emmène le soir sur le terrain, surtout sur Lyon ou Paris, pour qu'on puisse aller se confronter à des problématiques de rongeurs. Donc ça, c'est toujours top. N'hésitez pas, s'il y a des sujets très précis sur lesquels... piège à moustiques, ouais, alors nous, c'est un point qu'on voit en certi-moustique chez nous. Hein, bah oui, il y a des pièges qui sortent du lot. Hein. Alors, je ne vais pas forcément tout vous détailler ce soir parce qu'on n'aura pas le temps. Mais n'hésitez pas, on en fera des thèmes de webinaire. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez participer à nos formations. C'est avec grand plaisir qu'on vous reçoit. On est un peu encombré en ce moment avec le certi-biocide désinfectant, mais début d'année, on va reprendre sérieusement les formations techniques. Je pense également à nos amis marocains. N'hésitez pas, on fait beaucoup de formations techniques en visio. Et on va faire un programme de formation au Maroc sur 2025. On ne vous oublie pas. Nos copains marocains. Lapin de Garenne, bah ouais, lapin de Garenne, premier disperseur de coccidiose. Hein. Coccidie, je sais pas si... C'est un parasite, effectivement, qui n'est pas forcément très indiqué dans le milieu alimentaire. Ouais, c'est une problématique. C'est comme toute espèce envahissante, bah, elle nécessite d'être régulée. Alors, il ne faut pas tout buter. On est bien d'accord, on n'est pas là pour ça, ce n'est pas notre métier. Mais il y a des sociétés qui se spécialisent dans le tir. Il y en a qui font du tir parmi vous, du tir de rongeur, du tir de pigeon ou du tir de lapin. On pensait peut-être monter une formation sur ce sujet-là, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui ont du tir bouchon. Ouais, c'est pour la pêche, ça? C'est ça? En fait, on s'aperçoit que toutes les personnes qui font ça, elles sont hors cadre réglementaire. Donc, il suffit que vous ayez un petit contrôle ou quelqu'un dans l'entreprise dans laquelle vous intervenez qui n'est pas trop chaud, qui est un peu défenseur des animaux, qui va vous balancer. Vous aurez un audit ou une inspection, et puis on va voir que vous n'êtes pas dans les clous sur le plan réglementaire. Et donc, potentiellement, ça peut craindre pour votre entreprise. Alors, la formation piégeage en tant que telle, c'est une formation réglementaire qui est proposée par le préfet et qui est diffusée par l'association départementale des piégeurs agréés qui concerne tout ce qu'on appelle les ésodes, les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Le ragondin, le corbeau, le renard et l'autre. Nous, on aimerait bien monter ce module en 2 jours en vous décernant l'agrément de piégeur, mais sur les espèces de la 3D. Alors, pour l'instant, c'est compliqué à monter. Moi, je n'ai pas trouvé la faille réglementaire pour le faire. On est en discussion avec l'Association nationale des piégeurs agréés. Mais c'est un truc qu'on va proposer, ouais. Pareil, on va essayer enfin, elle est prête, hein, une formation sur le tir des espèces animales envahissantes, cadre réglementaire, efficacité matérielle, pour vous permettre de monter en compétence là-dessus. On a bien vu que le piégeage pouvait être problématique de temps en temps. Vous êtes ciblé par des animalistes, ils attendent que ça. Le tir, ce sera la même chose. Donc, on a beau le faire en catimini, c'est pas pour autant qu'un jour vous n'aurez pas un problème, autant être dans les clous réglementaires et le connaître. Voilà. Hein, donc, j'ai dû passer mon permis de chasser pour le piégeage. Et exactement, alors pas pour piéger, pour pouvoir mettre à mort l'animal que tu as piégé. Ouais. Parce que dans bien souvent les cas, les gens vous demandent par exemple de déplacer des pigeons ou de déplacer un rat, d'aller le lâcher dans les bois. Ça, c'est formellement interdit. C'est interdit par le règlement sanitaire départemental. Donc, cette bestiole-là, il faut l'achever sur place. Ok, les pigeons, les gazer en pleine rue, c'est un peu compliqué. Donc souvent, il y a des gens qui s'équipent avec des armes, avec toute la problématique cruauté que ça peut générer sur les gens qui sont autour de nous, qui ne comprennent pas ou qui n'acceptent pas. On rappelle aujourd'hui que 83% des gens vivent en ville. Donc ces gens-là, ils sont un peu déracinés de ce type d'activité. Donc si vous persistez à le faire, conformez-vous au cadre réglementaire. Et donc nous, l'idée, c'est qu'on vous fasse monter en compétence sur ce cadre réglementaire si vous faites du tir ou du piégeage. Dédié aux espèces de la 3D. On ne va pas vous apprendre à aller piéger un renard au milieu de la forêt, quoi. Ce n'est pas notre métier. Mais se dire, finalement, dans l'existence des pièges aujourd'hui, il y a des bons trucs à prendre sur ce que font déjà les piégeurs sur les ragondins, sur autres. Demain, cette formation, elle permet de piéger des rongeurs le long d'une rivière, des ragondins, super. Demain, vous êtes appelé parce qu'il y a un industriel pharma qui a des ragondins dans son bassin de rétention d'eau. On fait quoi? C'est cette même espèce qui tombe du coup sous le code rural, mais là, qui vient emmerder votre client privé chez qui vous avez un contrat de dérate. J'accepte donc de mettre un piège ou de tirer le ragondin. C'est quoi
le canevas réglementaire afférent à ces activités-là. Ça, c'est super important, parce que vous aurez toujours quelqu'un qui va vous regarder par la fenêtre. Vous dire, ah bah l'autre, il a tué le castor. Parce que les gens vont confondre ça avec des castors. C'est connu. Castor, ça fait 30 kilos, Argandin, ça en fait 10. Ok, si ça se passe, est-ce que je suis dans les clous sur le plan réglementaire? Ça, c'est super important. Ok, les amis? Ah, j'ai des drosophiles qui tapent à la fenêtre, moi. Et il faut que j'y aille. Ouais. Le renard, oui, fait une nuisible. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui ce qu'on appelle une espèce susceptible d'occasionner des dégâts et qui fait partie d'une liste, qui est établie par ce qu'on appelle les commissions départementales de la chasse faune sauvage. Et donc moi, je suis expert faune sauvage pour le département du Rhône dans cette commission-là. C'est cette commission, et notamment l'expert de cette commission, qui décide si une espèce est classée nuisible, donc nuisible au titre du code rural, donc une ésode, susceptible d'occasionner des dégâts, donc piégeable par les piégeurs agréés, ou si on déclasse cette espèce et on en fait un gibier, c'est le cas de la fouine, du renard dans quelques départements, et auquel cas, cette espèce peut être détruite par arme à feu pendant les périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse, ok, mais pas du tout piégée en dehors de ces dates-là. Et donc ça, c'est tout le grand travail aujourd'hui qui est fait par les associations de protection de la nature, qui œuvrent pour que toutes les espèces nuisibles puissent être déclassées gibier, donc chassables, mais pouvoir être détruites par du piégeage. Alors, c'est tous les 2 ans. Ouais, tu as raison, Philippe, il n'est pas nuisible au sens technique, ou en tout cas écosystémique du terme. Là, c'est plutôt sous le sens administratif du terme en France, quoi. Ouais, il est espèce chassable et ésode. Susceptible d'occasionner des dégâts. C'est vrai que le terme de nuisible, aujourd'hui, n'existe plus en réalité. Non, mais puis même, il ne faut pas l'utiliser parce que ça dénote une interprétation. C'est subjectif de dire il est nuisible, toi tu es nuisible, toi tu n'es pas nuisible. Il y a, ok, c'est quoi les dégâts qui sont afférents à cette espèce et quelles sont les méthodes de gestion, et si ces méthodes de gestion fonctionnent, c'est quoi le cadre réglementaire afférent? Histoire de vous faire monter en compétence, de vous laisser dans votre boîte à outils le maximum de possibilités, mais pour chacune de ces possibilités-là, vous conformez sur le plan réglementaire. C'est parce que le jour où on a une merde qu'il faut réfléchir à ça, quoi. Merci notre ami Corse, c'était cool de tous vous revoir. Enfin, vous revoir écrire. En tout cas, on était ravis, c'était cool, on était nombreux ce soir, ça fait plaisir. Et puis, n'hésitez pas, vous nous mettez des petits mails ou vous appelez au bureau pour nous soumettre des nouveaux thèmes de webinaires et autres. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'était cool. Bonne soirée tout le monde alors, s'il n'y a plus de questions. Et à bientôt. Ouais. Et voilà, vous savez où nous trouver de toute façon. Ouais. Tout ce temps qu'on est. Ah ouais, bonne chasse aux drosophiles. Ouais. Bon, ça, ouais. Merci, c'était cool. Salut Philippe, à bientôt. Salut. On va avoir les prochains webinaires. Il faut s'inscrire à la newsletter. Il faut nous suivre sur les réseaux. Il faut. La newsletter. Ah ben non. Ah non, il faut s'inscrire à la newsletter, c'est sur notre site internet EasyPest. Il n'y a pas un lien pour aller directement ça. Copier l'adresse du lien pour voir. Attention. Je ne sais pas ce que ça va donner. Disponible sur les réseaux. Ouais, LinkedIn, Facebook, oui. Ça, on en parle avec nos photos et tout ça, là, c'est sympa. Voilà. Adeline qui nous a on a été rattrapé par la patrouille. Merci aussi à Adeline qui est toujours notre back-office, qui est toujours là, qui veille au grain en cas de moins de dysfonctionnement. C'est facile, nous on est devant de la scène là, mais il faut quand même aussi remercier les gens qui font que tout se déroule toujours bien. Donc merci Adeline de toujours être là et de toujours assurer, alors qu'on ne te voit jamais. Ouais, alors, notre responsable com du groupe. Allez, top. Vous avez, je m'abonne. À Lyon. Voilà. Allez, bonne soirée tout le monde, à bientôt. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. À bientôt.